Très bien, nous sommes prêts. Je vous emmène donc au musée de Montmartre qui a ouvert de nouveau ses portes aux visiteurs masqués, uniquement en individuel, pas de groupe, mais vous pouvez dorénavant visiter cette rétrospective de l'œuvre d'Otto Freundlich, qui est un peintre moderne, précurseur de l'abstraction, et le musée donc, de Montmartre, que je vous montre ici, présente cette première rétrospective depuis 1969 de l'œuvre de ce peintre. Alors, à gauche de l'écran, vous avez la partie du musée de Montmartre qui est dédiée donc, aux expositions temporaires. Donc, si l'œuvre d'Otto Freundlich est exposée aujourd'hui à Montmartre, c'est qu'il a eu plusieurs ateliers à Montmartre et c'est précisément à Montmartre que son travail va passer du figuratif à l'abstraction en 1911. Les œuvres qui sont exposées aujourd'hui dans les salles du musée de Montmartre viennent principalement du fonds d'atelier du peintre qui a été déposé en 1968 au musée Tavé de la Cour à Pontoise. Donc vous avez donc, je vous ai apporté une très belle photo de l'hôtel particulier à droite de l'écran. C'est son épouse, sa dernière compagne, sa dernière épouse, Jeanne Koenig-Kloss, qui était elle-même peintre abstraite, qui a déposé en 1968 son fonds d'atelier. Donc tous les écrits, tout l'héritage, toute l'œuvre d'Otto Freundlich est à Pontoise. Donc il y a un co-commissariat entre le musée de Montmartre et le conservateur que vous voyez d'ailleurs ici sur la photo du musée de Pontoise. Alors, je vous propose de traverser cette exposition en 45 minutes. Donc le temps est assez limité et à partir de ce que j'ai pu tirer du dossier de presse que j'ai ici, je n'ai pas acheté le catalogue, j'ai visité en avant-première le 28 février cette exposition. J'ai pu prendre quelques photos, mais je n'étais pas consciente de ce qui allait nous arriver et je n'ai pas eu le temps. Il y avait beaucoup de monde lors de cette présentation en avant-première. Les salles sont assez petites et puis je me suis dit, bon, je vais revenir dans la semaine qui suit pour pouvoir prendre vraiment le temps et prendre des photos de pièces qui étaient de petits formats, des écrits, des choses qui sont assez importantes dans cette exposition. Mais voilà, patatras, je n'ai pas eu le temps de retourner au musée depuis. Donc, je vais évoquer certaines choses, mais je n'aurai pas de photos à vous montrer parce qu'il n'y a pas de photos libres de droit disponibles sur Internet et je n'ai pas pu vous les présenter. Mais il n'empêche qu'on va pouvoir traverser les différentes salles, les différentes sections de cette exposition et de voir comment le travail d'Otto Freundlich va passer du figuratif à l'abstraction et on va croiser le destin, alors destin tragique de cet artiste. Otto Freundlich né à Stolp en 1878. Alors à cette époque-là, on est sur le territoire prussien. Aujourd'hui, on est en Pologne, donc à Stolp, cette ville où naît Otto Freundlich. Et il meurt aussi en Pologne. Il meurt au camp d'extermination de Sobibór en 1943. Alors, on est en présence ici d'un destin tragique d'un artiste juif allemand, communiste, engagé clairement, ouvertement contre le régime nazi qui va donc être dénoncé en 1943, déporté et il est assassiné le jour même de son arrivée à l'âge de 65 ans, il est assassiné à Sobibór. Mais ce n'est pas du tout le propos de cette exposition. Ce qui est donné à voir ici, c'est au contraire combien la vie et l'œuvre de cet artiste étaient guidées par l'humanisme, le pacifisme et l'optimisme. C'est vraiment une exposition, on est vraiment là en présence d'une exposition lumineuse et humaniste. Il y avait à l'origine, cette exposition a été pensée avec un partenariat avec d'autres lieux parisiens, la basilique du Sacré-Cœur, le musée d'art et d'histoire du judaïsme qui est dans le Marais, et le mémorial de la Shoah
où là, on évoque le destin tragique d'Otto Freundlich, puisque son nom est écrit sur le mur des noms qui est au mémorial de la Shoah, puisqu'il a fait partie donc, des déportés de France qui ont été donc, tués dans les camps d'extermination. Donc cet aspect-là est plutôt développé au musée, enfin devait être développé au mémorial de la Shoah. Alors, ici, ce qui nous intéresse, c'est plutôt son œuvre, donc de cet homme qui naît dans une famille donc, allemande d'origine juive. Alors, il naît dans un contexte, enfin, dans une famille qui est convertie au protestantisme. Hein. Il n'est pas... il est juif, mais il ne pratique pas sa judéité. Il entame des études d'histoire de l'art et de philosophie en Allemagne, à Berlin et à Munich, alors que sa famille, qui était une famille bourgeoise, l'avait plutôt destiné à des études de dentaire, études de dentiste qu'il abandonne rapidement. En 1904, pendant ses études d'histoire de l'art, il rencontre, et ce n'est pas anecdotique, il rencontre Vassili Kandinsky et Paul Klee, donc qui sont deux autres peintres précurseurs qui vont faire naître un certain mouvement, l'abstraction lyrique, un certain mouvement, une branche de la peinture abstraite. Et Otto Freundlich va suivre comme ça, de façon parallèle, beaucoup de mouvements de peinture abstraite, beaucoup d'autres artistes qui ont développé une autre manière abstraite que la sienne. Les chemins de ces peintres se croisent tout au cours de leur vie. Ils restent en contact, même s'ils n'appartiennent pas à un ou autre mouvement. En 1905 et 1907, alors qu'il est encore étudiant, il voyage en Italie. Il traverse les Alpes à pied pour aller à Florence, où il va beaucoup dessiner, beaucoup observer et s'initier à la sculpture, ce qui est important puisqu'il va aussi être sculpteur. Et c'est en 1908 qu'il arrive à Paris. Il est attiré par Paris parce qu'on a déjà une grande liberté, la liberté parisienne du début du siècle, et parce que Paris est aussi le centre d'une création européenne, voire mondiale, parce que l'on appelle l'avant-garde parisienne, ou on appelle aussi l'école de Paris. Dans les 2 premières décennies du XXe siècle, ce groupe d'artistes français, mais surtout étrangers, dont il fait partie, ces artistes qui vont apporter ces ruptures dans les arts visuels à partir de 2 mouvements principaux, le fauvisme et le cubisme, mais avec un certain nombre de mouvements en isme, le futurisme, l'expressionnisme, etc. Donc Otto Freundlich est attiré par cette émulation parisienne, et c'est grâce à une connaissance, à un ami allemand, Wilhelm Hude, qui est critique et collectionneur, qui est vraiment, Wilhelm Hude, il est un des premiers amateurs et un des premiers mécènes des cubistes. Donc Wilhelm Hude va lui permettre, pour quelques mois, d'intégrer le célèbre bateau lavoir. Alors, je vous apporte ici quelques photos anciennes du bateau lavoir, ce baraquement aussi rudimentaire et délabré que célèbre. Alors, quand on s'intéresse au bateau lavoir à Montmartre, nous, ce qu'on voit, c'est ici, sur la place Émile Goudot, la porte d'entrée du bateau lavoir. Aujourd'hui, ici, on a une vitrine qui essaye d'évoquer ce qui s'est passé dans ces ateliers d'artistes, dont cette façade est en fait de l'autre côté, ici en contrebas, dont on n'a pas du tout accès. Aujourd'hui, quand on veut évoquer le bateau lavoir, on a cette porte qui n'est pas du tout suggestive, et puis on a ici dans la rue d'Orchamps 4 ateliers qui ont été restaurés et qui sont aujourd'hui occupés par des artistes. Mais l'essentiel de ce qui s'est passé dans les premières années du XXe siècle au bateau lavoir, ça se passe ici, ça se passe en dessous. Et vous voyez, ça se passe dans ces ateliers d'artistes qui sont très rudimentaires, qui sont petits, hein, qui sont placés les uns à côté des autres,
où on a un aménagement très sommaire avec ici quelque chose qui ressemble à un appartement, un lit, une table et puis au-dessus une mezzanine qui peut servir d'atelier d'artiste. Alors ce passage au bateau lavoir seulement de quelques mois va être très important même si on n'a pas d'œuvre à exposer dans cette exposition sur cette période en 1908. Par contre, ça va marqué Otto Fernlich, comme tous les artistes qui sont passés au bateau lavoir à ce moment-là, tout simplement parce qu'il y a Pablo Picasso. Et Otto Fernlich va être le voisin direct, l'atelier d'à côté, et l'atelier de Pablo Picasso. Il va donc être marqué par ce que on va en parler un petit peu plus tard, par ce que fait Pablo Picasso à ce moment-là. On a des témoignages du passage d'Otto Fernlich en 1908 au bateau lavoir. Les artistes le décrivent comme un homme à la douceur rêveuse, un homme d'une générosité native et qui séduit tout le monde par sa tendresse. Donc c'est vraiment son humanité qui marque le groupe d'artistes. C'est un jeune homme cultivé, intelligent et très sensible, ce qui va provoquer sa sensibilité fait qu'il est un peu en retrait par rapport à d'autres personnalités qui sont beaucoup plus exubérantes. Mais ça ne l'empêche pas de se lier avec ces artistes, notamment Picasso et aussi Georges Braque. Braque ne vit pas au bateau lavoir, mais il y vient très régulièrement voir Picasso. Ces deux peintres majeurs lui témoigneront leur amitié et leur soutien, notamment un soutien financier jusqu'à la fin de sa vie. Et puis, il se lie aussi avec le couple de peintres hollandais, Otto van Ries et sa compagne Adia van Ries du Til. Ils font des travaux communs et ils ont un intérêt commun pour des techniques diverses comme le vitrail, la tapisserie et la mosaïque. Je vous en reparlerai un petit peu plus loin. Après ce bref séjour de quelques mois au bateau lavoir, dont je n'ai pas d'œuvre à vous présenter, il va retourner en Allemagne jusqu'en 1911, date à laquelle il revient à Paris et de nouveau il s'installe à Montmartre. Il s'installe cette fois-ci rue des Abbesses au numéro 55 où il a un atelier. Et là on est rue des Abbesses, on est quelques rues plus bas que le bateau lavoir, c'est-à-dire qu'on n'est pas du tout à la place du Tertre et dans le haut Montmartre touristique, on est au cœur du village, on est dans le bas Montmartre, là où les peintres s'étaient installés. Le 55 rue des Abbesses, on est à 30 mètres du 54 rue Le Pic, où Vincent et Théo Van Gogh avaient un appartement, où Van Gogh a travaillé. On est à 10 minutes à pied de la rue de Tourlac où Toulouse-Lautrec avait son atelier. On est plus près de Pigalle, en clair. On est vraiment là où les peintres s'étaient installés. Et c'est précisément entre 1911 et 1913, rue des Abbesses, que le travail de Otto Fernlich va glisser du figuratif à l'abstraction. En 1913, il fait comme beaucoup d'artistes à cette époque-là de l'avant-garde parisienne. Il quitte Montmartre pour aller à Montparnasse, comme beaucoup d'artistes du bateau lavoir. Mais intéressons-nous maintenant concrètement à son travail. Donc en 1911, au 55 rue des Abbesses, ici je vous montre un petit travail au crayon noir d'un format carré qui présente, vous voyez, 7 personnages dans un jeu de positif-négatif. On a même l'impression d'être dans des papiers découpés déjà. Ici, vous avez 4 figures humaines qui sont assises. Et je suis désolée, mon téléphone qui sonne derrière. Et 3, ça va cesser rapidement. Et 3 autres personnes qui sont, elles, debout. Et qui ont ce geste d'entraide. Vous voyez que les bras sont vraiment volontairement allongés pour appuyer voyez, ce geste d'entraide. On a les 3 personnes debout qui vont qui aident les personnes assises à s'élever.
il est question dans toute l'œuvre et toute la vie d'Otto Freundlich d'exprimer ses opinions politiques, ses convictions politiques. On est là en face d'une œuvre qui évoque l'émancipation, l'élévation des classes les plus pauvres par toujours cette idée d'élévation collective et ce geste d'entraide. Donc, remarquez bien, souvenez-vous bien de cette forme courbe que représentent les bras qui vont très vite se transformer en forme que l'on a déjà ici dans le fond de cette représentation figurative, où on peut remarquer aussi qu'il n'y a pas forcément de genre exprimé dans ces figures. On voit ici une forme de poitrine qui évoque une figure féminine, mais les autres ne sont pas forcément genrés. Donc on est vraiment sur une humanité qui s'exprime ici dans une élévation collective et dans l'entraide. Alors, cette œuvre, elle va donner, en 1911, elle va glisser pour cette grande œuvre toujours de format carré, qui est une huile sur toile et qui est dans les collections du Musée d'Art moderne de Paris. L'œuvre précédente que je vous remontre ici est aussi dans les mêmes collections donc, du Musée d'Art moderne de la ville de Paris. Donc, cette fois-ci, vous voyez, les figures humaines se sont transformées en formes proches ici de ces formes qui ressemblent à des courbes, comme des grandes feuilles, des courbes allongées. On n'a plus du tout ici d'éléments figuratifs qui, si on n'avait pas vu l'œuvre au crayon avant, on aurait eu du mal à imaginer qu'il s'agissait de figures humaines s'élevant. Ici, dans cette huile sur toile, les silhouettes humaines et les motifs allongés, élancés, qui composent donc le fond décoratif de l'œuvre en huile, eh bien, se mélangent. On a cette idée de la fusion de l'être humain dans l'univers, donc quelque chose d'assez spirituel et intellectuel déjà dans cette toute première œuvre abstraite, majeure. Cette œuvre fait partie des chefs-d'œuvre du Musée d'Art moderne de la ville de Paris. C'est la toute première œuvre abstraite d'Otto Freundlich, réalisée donc à Montmartre, dans cet atelier de la rue des Abbesses. Je vous montre d'autres petits formats, des travaux à l'encre, des travaux en gravure aussi, qui sont dans cette première section de l'exposition que j'avais par bonheur pris en photo au mois de février, qui montre que Otto Freundlich, dans son passage de la figuration à l'abstraction, va observer la nature et observer l'être humain. C'est à travers notamment le visage, la tête humaine, que son travail va glisser vers l'abstraction. Alors, ici, je vous avoue que c'est parce que j'aimais particulièrement ce dessin, je l'ai trouvé très beau, mais il documente aussi le propos de, vous voyez, ce travail de recherche sur la ligne. Ici, on a les formes du visage, les formes de la chevelure qui vont devenir des formes autonomes plus tard. Vous allez voir dans le travail d'Otto Freundlich. Regardez, on retrouve le dessin ici qui était sur l'huile sur toile, qui peut être qualifié de grandes feuilles, de grandes courbes. Mais ici, vous allez voir que ce dessin-là qui s'esquisse va devenir une cellule. On va appeler ça des cellules autonomes plus tard dans le travail d'Otto Freundlich. On les retrouve ici. Ce dessin du sourcil, ce dessin des ombres du nez, du visage, que l'on retrouve aussi dans ces lignes serpentines qui font le fond décoratif. Eh bien, tout ce travail de dessin sur la ligne va progressivement se transformer, devenir autonome et devenir le motif abstrait. Ce qui devient un motif récurrent aussi chez Freundlich, c'est la bouche, le dessin de la bouche, vous l'avez peut-être vu sur l'affiche, et le dessin de l'œil, vous allez voir, on va les retrouver. J'ai beaucoup aimé cette tête en gravure sur bois qui est à gauche, parce que
quand on fait le lien avec l'expérience d'avoir vécu en 1908 au bateau Lavoir à côté de Picasso, eh bien, il faut se rappeler de ce qu'il se passe à ce moment-là au bateau Lavoir. Picasso, en 1907, va imposer à toute la communauté, imposer est vraiment le mot, il impose les arts africains. On le voit ici, Pablo Picasso, dans son atelier du bateau Lavoir, en présence des petites statuettes qu'il commence à acquérir et à collectionner. Et il va imposer ces demoiselles d'Avignon, qu'il peint donc au bateau Lavoir en 1907, qui sont aujourd'hui exposées, conservées à New York. Mais ce passage au cubisme par le masque africain et l'art primitif africain va être quelque chose qui va marquer tous ceux qui sont au bateau Lavoir à ce moment-là. C'est-à-dire que soit, par exemple, Marie Laurencin va à un moment donné avoir dans sa manière quelques traits du cubisme de Picasso. On a Kees van Dongen, par exemple, qui lui va rejeter. Il va aller chercher sa modernité, non pas dans l'art africain et dans toutes ces lignes, vous voyez, qui sont assez violentes, assez obtues, hein, avec ces formes géométriques un peu triangulaires, ces angles qui sont violents. Lui, Kees van Dongen, il va aller chercher la rondeur et il va aller la chercher en réaction à cette introduction de l'art africain de Picasso au bateau Lavoir. Lui, il va s'intéresser à l'art primitif javanais, aux rondeurs des statues javanaises qu'il découvre dans les expositions universelles, notamment en 1900. Donc tous les artistes vont réagir, soit adopter, soit rejeter. On voit que Otto Freundlich, il a observé, hein, il a travaillé il a adopté ces masques africains et regardez, ici je vous montre, hop, j'ai fait un petit, bon, c'est pas grave, je vous montre un des masques exposés. Celui de gauche est exposé, celui de droite ne l'est pas. Je crois qu'il est en collection particulière, mais je vous le montre. Il va travailler sur le visage, sur les arêtes du nez, sur les formes qui dessinent un visage dans des masques, dans des gravures, en dessin pardon, et dans des encres. Alors, quand on voit, ce qui m'a marqué, c'est quand on voit ce masque réalisé par Otto Freundlich à Montmartre et qu'on se promène dans les rues de Montmartre, je ne vais pas beaucoup commenter, mais je vais juste vous montrer. Regardez ce qu'on voit aujourd'hui dans les rues de Montmartre. Ce street artiste, Grégos, qui colle partout dans Paris son autoportrait. Bon, ça se passe de commentaires. Hein. Donc, il y a une source d'inspiration ici qui me paraît assez claire. Alors, de ces masques, de ce visage humain, Otto Freundlich va directement s'en inspirer quand, en 1912, 55 rue des Abbesses, il réalise sa grande tête qui a été détruite parce que sa grande tête, alors dans l'exposition, elle n'est pas montrée dans les premières salles, dans ce parcours chronologique qui correspond à la création de la grande tête en 1912 à Montmartre. Elle est montrée en fin d'exposition et elle est montrée non pas en vrai, puisqu'elle a été détruite, non pas à travers ces photos que j'ai trouvées sur Internet, mais à travers la couverture du catalogue de la Entartete Kunst, de l'exposition d'art générée, organisée par le régime nazi en 1937. Donc en 1912, Otto Freundlich, là, à mon avis, s'inspire de l'art des îles Marquises. On est très près des tikis, hein, de ces sculptures monumentales, proches des totems, proches de poteaux avec des têtes colossales comme celle-ci, qui font partie donc, de l'art autochtone, de l'art indigène des îles Marquises. Pour réaliser cette grande tête dont le sous-titre est l'homme nouveau. Hein. Donc on voit bien qu'il va chercher, il y a quelque part probablement ici une critique de la culture occidentale et il va chercher dans les cultures indigènes quelque chose
de l'ordre de l'avenir et de l'optimisme dans une vie plus simple, je pense. Mais donc il va réaliser cette grande sculpture qui va faire partie des œuvres saisies par le régime nazi à partir de 1933. Le régime nazi va utiliser les arts pour sa propagande. On va avoir d'un côté, je vous explique en 2 mots, on va avoir d'un côté un art officiel allemand avec un grand musée, c'est la ville de Munich qui avait été choisie donc, pour éduquer le peuple allemand et utiliser les arts à des fins donc, de propagande et d'éducation. Un grand musée allemand où on a tous les arts visuels classiques, traditionnels, de l'art du XVIIe siècle, les peintres du siècle d'or hollandais, les peintres flamands du siècle d'or, une peinture figurative qui prend aussi sa source dans tous les canons de beauté et dans toute la philosophie de l'Antiquité grecque, pour éduquer donc l'œil d'un art allemand, un art pur, de race aryenne, et en contrepartie, humilier tout ce qui est de l'ordre des avant-gardes, tous les ismes que j'ai évoqués tout à l'heure, tous ces peintres qui ne savent pas peindre l'herbe en vert, donc qui sont complètement aliénés, eh bien, on va les humilier, on va les montrer comme des fous, et les nazis vont donc créer cette Entartete Kunst, qui d'abord en 1937 sera donc le pendant de l'exposition de l'art parfait, de l'art allemand, de l'art classique, donc cet art dégénéré que l'on va montrer donc, dans cette exposition qui est d'abord à Munich en 1937 et ensuite qui sera une exposition nomade, et ensuite soit détruire ces œuvres, soit pour celles qui sont jugées comme étant des œuvres commercialisables, puisqu'il y a quand même des amateurs d'art moderne, il y a des critiques, il y a des marchands d'art, il y a des collectionneurs en Europe qui sont quand même prêts à payer très cher ces œuvres, eh bien les nazis vont faire organiser une vente publique à Lucerne pour avoir des revenus, pour à leur tour acheter des peintres flamands du XVIIe siècle pour alimenter le musée idéal d'art allemand qui est à Munich. Otto Freundlich aura le triste privilège d'avoir donc sa grande tête en couverture donc, de cette exposition Entartete Kunst, et les 14 œuvres saisies dans les musées allemands d'Otto Freundlich seront détruites. Donc la grande tête a été détruite après l'exposition de 1937. Voilà, donc j'ai déplacé un petit peu la présentation de cette tête. Je préférais vous la montrer dans sa période de création plutôt que dans sa période de destruction. D'autant plus qu'il y a donc une petite salle à la fin de l'exposition, donc une toute petite salle avec beaucoup de correspondances, beaucoup de tout petits formats qui correspondent à cette humiliation et la déportation donc d'Otto Freundlich, dont je n'ai pas eu l'occasion de faire des photos. Donc j'ai beaucoup de choses à vous raconter, mais peu de choses à vous montrer. Donc voilà, la tête, la grande tête, je vous la présente plutôt en début d'exposition. Donc on revient rue des Abbesses. Quand ici à droite, Otto Freundlich, en 1911, va réaliser l'œuvre d'origine de cet homme devant une fontaine. Cet homme devant une fontaine a fait partie des 14 œuvres détruites. Et donc, en 1942, Otto Freundlich se sait menacé. De toute façon, il a suffisamment écrit contre le régime nazi et il a suffisamment affiché ses opinions politiques. Il est communiste, donc il sait que tôt ou tard, il va y avoir droit. Donc, il va... tout ce qui a été détruit, il va de mémoire en refaire des petits formats, des gouaches, il va écrire, il va redessiner pour laisser son héritage, pour laisser une trace de l'évolution de sa carrière, de toutes les étapes par lesquelles il est passé pour arriver à ses œuvres de maturité. Donc, cet homme devant une fontaine de 1911 qui a été, donc c'était une huile sur toile qui a été détruite, il en refait une gouache
sur papier en 1942. C'est la raison à laquelle vous avez à chaque fois les deux dates. Alors, vous voyez, dans cet tome devant une fontaine et aussi dans cette composition qui reprend la composition en fait, que je vous ai montré précédemment, on a encore du figuratif puisqu'on a ici, on voit cet homme, on voit la fontaine ici, mais on a le traitement du fond et le traitement de la couleur qui reprend quelque chose qui est apparu dans les années 1904-1905 à partir du travail de Van Gogh qu'on appelle le tachisme. Vous voyez, ces taches de couleur. Ici, on a des morceaux de ciel qui se reflètent au sol. Évidemment, c'est le soleil. Vous avez ici la radiation du soleil qui est morcelée. Et puis même, vous voyez, le costume, la couleur de cet homme lui-même est divisé en petites formes géométriques de tons différents, ce qu'on retrouve exactement ici. Donc, on voit cette exposition extrêmement bien à voir comment Otto Freundlich va passer les différentes étapes pour lui vous allez voir comment ça va devenir, ces petites cellules colorées vont devenir tout à fait autonomes. On voit ici, par exemple, il reprend cette forme de feuille. Alors, j'utilise peut-être pas le bon terme, mais c'est comme une feuille qu'on a exactement ici, mais pour traiter les différentes couleurs de ce manteau rouge, ce qui donne encore quelque part l'illusion un peu de modeler, de 3 dimensions à cette personne, et on va voir comment il va passer aussi, vraiment, il va quitter l'idée de la perspective, du modelé, pour passer à exclusivement la bidimensionnalité dans son travail. Alors ici, le tachisme, il est évoqué, il n'est pas évoqué dans l'exposition, mais je vous l'apporte par ce lien que Otto Freundlich va créer au Bateau Lavoir avec ce couple de peintres hollandais que sont Otto van Ries et Adia van Ries du Til. Donc, ils partagent avec eux le goût du vitrail, de la tapisserie. D'ailleurs, Adia, que l'on voit ici, vous voyez, elle travaille l'aiguille, va transposer certaines toiles d'Otto Freundlich en tapisserie. Et Otto van Ries et Adia van Ries avaient en 1905-1906 beaucoup étudié, rendu hommage au travail de Van Gogh, et ils avaient acheté près de Fontainebleau, à Fleury-en-Bière, une petite maison pour aller travailler sur le motif là où Van Gogh avait travaillé sur le motif et adopter, vous voyez, cette manière. Ils ont fait beaucoup de travaux de cette technique tachiste. Et on sait que Otto Freundlich, entre 1908 et 1912, est allé à plusieurs reprises, a séjourné plusieurs reprises chez les Van Ries à Fleury-en-Bière, et ils ont travaillé ensemble à ce rappel, à cette évocation du tachisme de Van Gogh. Donc ici, c'est un portrait fait par Otto Van Ries de sa femme Adia Van Ries du Til en train de travailler l'aiguille. Moi, ça me paraît plus qu'évident. Là, on est à Fleury-en-Bière, on est à l'ombre, vous voyez, d'un arbre. On retrouve les reflets du soleil et du ciel au sol. Il y a quelque chose de très, très, d'évident pour moi dans ce travail. Voilà, cette collaboration, ce partage avec le couple Van Ries. Une expérience capitale dans la trajectoire, dans la vie d'Otto Freundlich, c'est les 5 mois qu'il passe en 1914 dans l'atelier de restauration de la cathédrale de Chartres. Il est admis comme stagiaire dans un atelier d'un artisan verrier, et il va même pendant 5 mois vivre dans la tour nord de la cathédrale de Chartres. Donc il aura le temps d'observer les vitraux, de les observer à différents moments de la journée, ce qui est très important, et il aura aussi l'occasion d'assimiler, d'expérimenter l'art du vitrail. Ce qu'il en retiendra, eh bien, c'est que le vitrail ignore alors cette technique-là du vitrail ignore la perspective, la profondeur. On a des vitraux où on a une illusion de perspective en peinture, mais ce n'est pas de cette technique-là dont il s'agit. Il va aussi étudier comment un artisan, un maître verrier va
juxtaposer différentes formes et différentes couleurs pour provoquer une subjectivité, une émotion au regardeur. Les artisans verriers savent très bien juxtaposer des couleurs opposées, comment on juxtapose des volumes jaunes avec des volumes verts ou des volumes bleus, ce qui ne donne pas du tout la même, vous voyez, le même rendu, la même émotion quand on utilise des couleurs chaudes ou des petits morceaux de verre. Donc c'est vraiment l'art du vitrail qui va marquer Otto Freundlich. Autre élément important dans l'art du vitrail, c'est bien évidemment, on le voit bien ici, cette partie très éclairée comparée à cette partie sombre sur ce vitrail, c'est la lumière. Un vitrail avec le soleil ou la lumière qui le traverse à certains endroits va provoquer certaines émotions, et Otto Freundlich, à partir de ce moment-là, va chercher à conserver cet effet de lumière dans sa peinture, qui est évidemment une peinture, une huile sur toile n'est pas traversée par la lumière. Alors, après ces 5 mois à Chartres, il va devoir repartir en Allemagne, puisque c'est la Première Guerre mondiale qui l'oblige à quitter la France. Mais on va revenir un petit peu plus tard sur l'art du vitrail. En 1924, donc plus tard, il réalise une commande ici pour une chapelle. Et vous voyez que on est à la fois, on a encore un peu de figuratif et à la fois devant une frise qui pourrait tout à fait être abstraite, mais quand on a le titre figure couchée, on voit qu'on peut en effet essayer de deviner ici encore une figure humaine. Alors le travail d'Otto Freundlich vers l'abstraction passe par la figure humaine, par le visage. Vous voyez, l'affiche ici montre la bouche. Ici, les différentes formes du visage vont devenir des masses colorées, on a toujours cette forme de la feuille ici qui perdure, et qui vont petit à petit devenir des éléments indépendants dans cette période-là où se construit le travail d'Otto Freundlich, donc cette fois-ci en Allemagne. Il va, en partir de 1914 jusqu'en 1925, il reste en Allemagne. Et c'est son engagement politique là qui va vraiment marquer cette période, puisqu'en 1918, à l'issue de la Première Guerre mondiale, on a une révolution en Allemagne qui va mettre en place la République de Weimar. C'est une république démocratique qui tiendra bon jusqu'en 1933, avec ensuite le régime nazi. Et là, Freundlich va vraiment s'engager ouvertement. Il va d'abord participer à un groupe qu'on appelle le November Group, qui est un groupe d'artistes qui est vraiment l'avant-garde allemande à ce moment-là. Et les protagonistes de ce November Group vont être ensuite, alors il s'agit de Vassili Kandinsky, on le retrouve, de Paul Klee, on le retrouve aussi, et ce sont autour de Gropius, de Walter Gropius, les membres fondateurs du Bauhaus. Alors, Otto Freundlich va être toujours très très proche de ce mouvement. Alors, le Bauhaus, c'est une école d'architecture et de design. C'est un mouvement, petit à petit, ça devient un mouvement artistique en Allemagne qui incarne la modernité, donc qui va être évidemment qualifié d'art dégénéré. Et en 1933, les nazis font fermer l'école du Bauhaus, qui aura eu plusieurs adresses, plusieurs localités. Les professeurs du Bauhaus, certains vont émigrer aux États-Unis et pouvoir, notamment à Chicago, poursuivre leur travail. Otto Freundlich, lui, aura essayé d'avoir un poste à plusieurs reprises de professeur au Bauhaus, mais il n'a pas obtenu de poste. Donc, il va poursuivre son travail de façon personnelle. Je vous montre, alors ici, la composition est dans l'exposition, c'est l'affiche. Là, cet œil cosmique n'est pas dans l'exposition, mais je vous le montre quand même parce qu'on a vraiment ce dessin de l'œil entouré, vous voyez, de ces faisceaux colorés.
Il a été exposé en Suisse à la dernière exposition, donc qui concernait, je crois que c'est la Fondation Bayer, qui concernait Otto Freundlich. Donc je vous montre ici, dans les différentes salles donc, de l'exposition, comment ces formes vont gagner donc, en autonomie et s'agencer avec une idée d'une circulation de force et d'une circulation d'énergie. Alors, en 2 mots, je replace le travail de l'abstraction, donc de la peinture abstraite d'Otto Freundlich dans tous ces mouvements abstraits avant la Seconde Guerre mondiale. On a Vassili Kandinsky qui, lui, c'est entre 1910 et 1913, la dispute est toujours ouverte. Est-ce que sa première aquarelle abstraite, elle était faite en 1910 ou 1913 donc où Kandinsky va libérer la peinture, va libérer la couleur et la forme sans lien avec la représentation de la réalité. Donc il va ensuite étudier ce que ces formes colorées provoquent au regardeur, avec donc il va chercher à provoquer des émotions, c'est pour ça qu'on appelle le travail de Kandinsky l'abstraction lyrique, avec une introduction particulière chez Kandinsky, c'est le rythme, avec ces petits accents noirs, il y a des espèces d'arcs noirs qui viennent rythmer la peinture comme une croche rythme la musique. Très proche de Kandinsky, donc on a Paul Klee, qui lui a une manière plus personnelle à partir de l'observation de paysages et de ses mémoires d'enfance. On est vraiment dans une peinture assez expressionniste chez Paul Klee. Par ailleurs, on a de façon parallèle Piet Mondrian, qui lui va passer à l'abstraction par le quadrillage. Vous vous rappelez, je vous avais montré dans l'art de la fenêtre comment par la fenêtre et le quadrillage d'un immeuble, il était passé à ce travail sur les lignes, l'orthogonalité des lignes. Donc lui, c'est de la géométrie avec donc l'absence de volume et le traitement des couleurs pures. Donc on est sur un travail vraiment scientifique, géométrique, de travail de la ligne. Et puis un autre artiste abstrait, Robert Delaunay, qui ensuite travaillera donc avec son épouse Sonia, qui lui aussi fait une décomposition à partir de concepts scientifiques, c'est-à-dire qu'il va, à partir du cubisme, donc de ce traitement de la forme par la géométrie, y adapter la loi des contrastes simultanés des couleurs, donc la loi qu'on appelle de Chevreul. On est vraiment sur un concept scientifique pour donc aller vers ce qu'on appelle l'orphisme et ce travail donc typique du couple Delaunay. Donc lui, Otto Freundlich, il va partir de l'observation de la nature, de l'observation du visage humain avec cette idée du tachisme, pour petit à petit, en y impliquant l'art du vitrail. Et puis, vous voyez ce motif qu'on voit apparaître ici déjà, là, qui est reproduit ici et qui va devenir un motif récurrent chez Otto Freundlich, qui va donner, vous voyez, le sens comme une petite flèche. Et ce motif, eh bien, il faut y trouver son inspiration première, son observation première. Si on rajoute ici l'autre moitié, ici on a une demi, alors je vous la montre à l'envers, mais c'est pas grave, elle est à l'envers, mais une demi ogive. Donc ici, et bien évidemment, ce sont les ogives de la cathédrale de Chartres que je veux évoquer. Alors, qu'est-ce que je... Voilà, alors là, je vous ai apporté ma photo. Ça, c'est la photo qu'on trouve sur Internet, mais je vous ai apporté ma photo avec la lumière, parce qu'on a quand même des espaces qui sont mis en lumière, que l'on voit bien dans l'exposition. Et là, je vous rapporte, vous voyez, cette observation du visage, où on voit bien que les éléments, ici, les demi-cercles qui forment un cercle, ça c'est censé être un œil, l'œil cosmique. Comment les choses glissent en fait dans le travail d'Otto Freundlich. Alors, un peu plus loin, dans l'exposition, dans les années 30, qui sont les années de la maturité et de la reconnaissance critique sur le travail d'Otto Freundlich, on a ces masses colorées qui deviennent indépendantes et
cette nouvelle idée où Otto Freundlich va construire sa composition comme on construit un mur. On a cette idée, vous voyez, cette masse bleue qui est construite de différents bleus juxtaposés qui sont comme des briques, comme des pierres que l'on construit, et sa composition va devenir un mur. Ce n'est pas anodin puisqu'en 1934, alors il est en théoricien de sa forme d'abstraction, il écrit, alors attendez, il rédige les chemins de l'art abstrait, pardon, et en 1936, comme il n'a pas eu de poste au Bauhaus, eh bien, il va créer une académie privée à Paris qu'il appelle le Mur. Donc, on est sur quelque chose de parallèle dans ces années 30. Ici, cette huile sur toile est présentée dans l'exposition et est conservée au Centre Pompidou. Il s'agit d'une huile sur toile qui a pour titre « Mon ciel est rouge ». Mon ciel est rouge parce qu'ici, on a la symbolique du drapeau communiste qui évoque le parti communiste et qui s'oppose ici à cette masse noire qui, pour Otto Freundlich, évoque l'anarchie. Donc on est en 1933, on est entre une Europe où peut régner l'anarchie, son idéal communiste, et entre les deux, le ciel. Donc quelque chose, vous voyez, un art engagé. Otto Freundlich a toujours considéré qu'en tant que peintre, en tant qu'artiste, il devait alimenter les yeux des regardeurs, il devait nourrir de spiritualité, de notions donc d'entraide collective et de tout ce qui en fait représente ces idéaux communistes. Le pacifisme, l'entraide et l'humanisme. Je vous montre ici la représentation d'un vitrail qui a été donc réalisé de façon posthume. On en a des travaux préparatoires, des gouaches, et c'est en 1955 que ce vitrail a été réalisé et il est exposé aujourd'hui dans la basilique du Sacré-Cœur, donc on peut de nouveau aller le voir. Et donc on voit bien comment ici cette technique du vitrail va aussi nourrir les huiles sur toile, puisque vous allez voir que l'œuvre qui va suivre, en fait, on a exactement le même agencement des petites formes colorées sans le cerne de plomb. Donc, le travail du vitrail va nourrir la peinture d'Otto Freundlich tout au long de sa carrière. Alors ici, on a l'impression d'être face à un moulin. Vous voyez, on a cette forme qui est ascendante et on a, grâce à cette forme de la demi-ogive, quelque chose qui tourne ici. Ce sont des forces qu'il exprime, de l'énergie. En 1929, il réalise la grande sculpture qui s'appelle Ascension. Vous voyez, on retrouve cette idée de formes indépendantes qui sont ascension, qui sont ascendantes et qui vont ici se redescendre, se mouvoir autour de cet axe ici d'ascension et qui soutient le tout. On est vraiment dans une idée d'équilibre précaire de cette œuvre Ascension. Et vous voyez ces formes qu'on avait tout à l'heure dans les dessins préparatoires, les premiers dessins, où on avait ces espèces de cellules qui composaient la chevelure de ce visage féminin, qui sont devenues là indépendantes et forment des cellules indépendantes. Donc ce travail est aussi parallèle au travail de Picasso, au même moment, avec ses portraits qui sont assez proches aussi de cette ascension. Alors l'exposition ensuite dédie une section à un travail important d'Otto Freundlich qui exprime l'humanisme et le pacifisme, puisqu'il réalise, son grand projet était de réaliser une mosaïque en triptyque, un hommage au peuple de couleur en 1905, dont on a ici donc une gouache préparatoire
voyez donc un triptyque, 3 figures humaines. Vous voyez le travail, hein, la réflexion sur la lumière ici. Je vous montre l'exposition, et là j'avais eu la bonne idée de prendre une photo. L'exposition montre le dessin préparatoire où on a la silhouette humaine qui va ensuite être traitée en pointillé pour avoir cette notion de flèche qui est traitée là avec la demi-ogive. Hein, on voit comment la réflexion d'Otto Freundlich à partir donc, de la ligne vers cette demi-ogive qui donne du sens, qui fait circuler la force et l'énergie. Et c'est ce qu'on retrouve dans la mosaïque, donc, qui est conservée au musée de Pontoise et exposée à Montmartre, où l'on voit bien donc, ces demi-ogives qui vont donc, dessiner les silhouettes et faire que notre œil va suivre ces lignes de force, comment dire, ces silhouettes. Alors, pour que ce travail puisse être réalisé et que la gouache préparatoire que je vous ai montrée en premier puisse entrer donc, dans les collections aujourd'hui donc, du Centre Pompidou, on va avoir en 1938 une souscription, une exposition organisée à Paris sur le travail de Freundlich et une souscription lancée par Picasso et Braque, parce que même si Otto Freundlich est dans sa maturité, dans son œuvre et dans sa période de maturité, et qu'il a une critique très positive, il est reconnu, il ne vend pas, et c'est certainement pas en Allemagne qu'il va pouvoir diffuser ses œuvres, puisqu'il est qualifié de dégénéré. Donc sa situation financière est très difficile et c'est notamment Picasso qui va payer, alimenter la souscription pour que la gouache entre dans les collections du Centre Pompidou. Donc ce qui est aussi bien expliqué et bien décrit dans l'exposition. Alors les dernières œuvres vraiment de la maturité d'Otto Freundlich, ici vous voyez qu'on a vraiment la présence imposante maintenant de cette demi-ogive qui fait circuler les formes, l'énergie, avec une idée ici de, vous voyez, de quelque chose qui s'ouvre, une faille qui s'ouvre et qui fait jaillir la couleur. On a cette idée de jaillissement dans ces dernières compositions. Et ici, je vous montre les rosaces qui étaient des gouaches préparatoires pour la création de vitraux. Donc vous voyez, on a vraiment cette idée de petites formes géométriques de verre. Là, le cerne noir du plomb a disparu et vous voyez cette idée de jaillissement d'énergie positive. Alors, dans cette dernière œuvre, oui, pardon, je devais rester là. Donc, de 1941, qui était vraiment une rosace donc pour un vitrail. Il y en a d'autres qui sont exposés et on voit comment en travaillant, comme l'artisan verrier, en fait, il change les couleurs des formes et les formes et on voit, il y en a certaines où on voit bien que ça ne marche pas. Là, ça marche très très bien. Je n'ai pas pris de photo, j'aurais dû, mais on voit qu'il y en a d'autres où ça marche pas, ça colle pas. Alors, en 1939, là, on est dans les dernières années. En 1939, Otto Freundlich est d'abord interné par la France, puisqu'il est ressortissant allemand. Il vit en France. Je ne vous l'ai peut-être pas dit, mais il s'est installé définitivement en France en 1925. Il a eu un atelier à Montparnasse, un autre à Saint-Germain-des-Prés. Donc en 1939, il est interné et libéré donc, en 1940 à la défaite et il va se réfugier dans le sud de la France, dans les Pyrénées-Orientales. Il tentera de rejoindre les États-Unis et là, il n'a pas les moyens. En fait, il n'y arrivera pas. Comme en 1934, il avait tenté d'obtenir la nationalité française, d'être naturalisé français. Georges Braque va l'aider dans les procédures administratives, mais Otto Freundlich, il ne pourra pas réunir la somme d'argent nécessaire pour mener à bien cette procédure de naturalisation. Donc, il va
continuer à travailler dans les Pyrénées-Orientales et il sera en 1943 dénoncé, arrêté et transféré donc en Pologne à Sobibór. Lors de son transfert vers la Pologne, il va réussir à dicter une lettre à une infirmière de la Croix-Rouge destinée à Jeanne, sa femme. Je vous lis un passage de cette lettre pour vous montrer à quel point cet homme est resté positif, humain et digne jusqu'au bout. Ma chérie, je t'embrasse avant de quitter cet endroit et j'espère que Dieu nous réunira bientôt, mais dans le cas d'un accident, je te dis tous les remerciements et mon amour fidèle. Toutes mes œuvres de peinture et de sculpture restées dans l'atelier de peinture de Paris t'appartiendront. Et je te prie de continuer ton travail d'artiste avec courage et confiance en Dieu. Toujours ton Otto. Vous voyez cet homme qui, jusqu'au bout, il sait très bien ce qui va lui arriver, et bien jusqu'au bout reste humaniste, humain et positif. Alors, pour conclure, dans les dernières œuvres présentées, on a cette photo d'une maquette qui a été réalisée donc, après 1945 sur un projet très humaniste d'Otto Freundlich qui s'appelle le phare des 7 arts. Ce phare devait être construit à l'intersection de 2 voies européennes de sculpture conçues par Otto Freundlich, une voie de l'Est vers l'Ouest de l'Europe, de Moscou à la Normandie, qui devait être la voie de la paix, et une autre voie du nord au sud, la voie de la fraternité humaine. Et des routes comme ça, parsemées de sculptures, évoquant ces 2 notions que la paix et la fraternité humaine. L'intersection de ces 2 routes, précisément, était à Auvers-sur-Oise, parce que ce couple, Otto Freundlich et Jeanne Koenig-Kloss, avaient eu pour rêve de fonder à Auvers-sur-Oise, comme Van Gogh, avait eu le rêve de fonder une communauté d'artistes. Et c'est d'ailleurs au cimetière d'Auvers-sur-Oise que Jeanne Koenig-Kloss est inhumée. Elle est inhumée exactement en face de la tombe. Sa tombe est celle qui fait face à la tombe de Van Gogh. Donc voilà, c'est plutôt sur ce bel héritage symbolique et imaginé donc, par Otto Freundlich et son épouse que je voulais conclure l'exposition, cette présentation. Donc, de cette exposition qui est donc, aujourd'hui visible et au moins, je ne sais pas si elle sera prolongée, mais elle est au moins visible jusqu'au mois de septembre de cette année. Sur les autres événements qui avaient été prévus, notamment au musée d'art et d'histoire du judaïsme, puisqu'Otto Freundlich a fait partie de l'école de Paris et il y avait une exposition prévue, Modigliani, Chagall-Soutine, sur l'école de Paris. Je ne sais pas si le musée d'art et d'histoire du judaïsme qui vient de rouvrir va présenter cette exposition ou la reporter. Et il y avait une série, sachez qu'il y avait une série de conférences et de colloques sur le travail et la vie d'Otto Freundlich. Et je surveille, hein, je vous dirai si ça a été tout simplement annulé ou si ça va être reprogrammé à un moment donné de l'année 2020. Voilà, avant de vous quitter, je vous propose, donc je vous montre le programme des futures visites. Donc nous partons pour Roubaix à la piscine mercredi prochain. Et puis samedi, nous retournerons à l'Opéra Garnier pour observer, admirer les ors du grand escalier, du grand foyer et de la salle de spectacle. Je vous remercie. Donc, je termine par ceci d'abord, cela ensuite.